Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver comme toujours pour cette nouvelle vidéo de test autour de l'univers Nikon et plus spécifiquement de la monture Z, cette nouvelle monture qui nous permet d'avoir des objectifs généralement de très belle qualité. Aujourd'hui, c'est un caillou un peu spécifique puisqu'il s'agit d'un macro, le 105Z, qui est sorti il y a quelques semaines et nous allons ensemble le décortiquer pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti pour le test. Alors, abordons dans un premier temps le point le plus subjectif certainement, l'esthétique. Moi, je le trouve plutôt joli, bien réussi. En tout cas, il a une très belle finition. Il dispose d'un écran de contrôle et d'une touche display qui permet de varier les différents affichages. Et également d'une touche de fonction paramétrable, ce qui est quand même assez pratique. Au départ du fût de l'objectif, nous avons également un commutateur de mise au point, manuel et automatique, ainsi qu'un limiteur de plage de mise au point, ce qui peut toujours rendre service dans certains cas. Bref, c'est sobre, pratique, fonctionnel. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, les performances optiques. Alors permettez-moi quand même une petite remarque préalable dans l'utilisation de ces objectifs dits macro. On peut faire de la proxy comme ce que vous voyez actuellement sur votre écran sans pour autant avoir besoin d'un objectif macro. Par exemple, sur ces deux images qui semblent quand même très proches, je suis à gauche avec le 105 macro, ouvert à f3, c'est-à-dire la pleine ouverture, parce que vous savez qu'en fonction du degré de rapprochement de votre sujet, vous allez avoir une ouverture variable entre 2,8 et 3,3. Et puis sur l'image de droite, je suis avec le 85 ouvert à 2,8. Vous voyez que les images déjà d'un point de vue général sont très proches, et même si j'agrandis fortement les images avec un rapport 100%, vous voyez que les images sont quand même très proches l'une de l'autre, et on n'a pas besoin d'un objectif macro spécialisé pour aller jusqu'à des agrandissements un petit peu importants. Par contre, si on veut augmenter cet agrandissement, comme sur cet insecte par exemple, là, bien sûr, l'objectif macro devient indispensable. Donc, analysez bien vos besoins et vous pourrez ainsi choisir l'objectif qui vous convient le mieux. De la même façon, si on veut utiliser cet objectif macro pour faire du portrait, en pied par exemple, on verra plus serré tout à l'heure, on n'a pas forcément intérêt à utiliser un objectif aussi spécialisé. Vous voyez, si on agrandit l'image des deux côtés, là, je le répète, on est sur le 105 avec l'ouverture à 2,8. Et là, on est sur le 85Z à l'ouverture 2,8. Au niveau contraste, définition, précision, c'est très semblable. C'est d'ailleurs une des différences sur la nouvelle gamme Z. On a vraiment tous les objectifs qui sont vraiment de très bonne qualité et très, très homogènes. Ce qui n'était pas le cas sur la monture F. Au préalable, c'est vrai qu'on pouvait avoir envie d'utiliser un objectif macro, y compris dans certaines situations de reportage sur des portraits ou du lointain, parce que ça permettait d'avoir une touche de définition supplémentaire. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc là, si on passe sur un portrait plus serré, on est toujours avec le 105 à gauche et le 85 à droite, mais les ouvertures ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque là, je suis à pleine ouverture à 2,8 et là aussi à pleine ouverture à 1,8. Eh bien, moi, je préfère bien sûr, et c'est logique et normal pour tout le monde, c'est évident, avoir cette ouverture 1,8 sur le 85, qui est un objectif véritablement destiné au portrait. Et si j'agrandis fortement, on voit bien évidemment que la définition, le côté ultra sharp, ultra défini du 105 macro ne convient pas vraiment à un portrait. Vos modèles ne vous diront pas merci. Voilà, donc c'était juste un petit aparté pour vous dire que analysez bien vos besoins, vérifiez bien ce que vous voulez faire avec l'objectif. Peut-être que dans votre collection d'objectifs, vous avez déjà quelque chose qui vous convient, mais sachez bien que le macro dans la gamme Z maintenant permet ces très forts agrandissements, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'insecte, mais n'a pas pour vocation à suppléer d'autres objectifs, ou en tout cas en attendant si vous n'avez pas toute la gamme d'objectifs dans votre sac, mais en tout état de cause, il sera vraiment spécialisé pour un point particulier et il n'aura pas ce petit supplément d'âme qu'avaient les AFD 60 macro par exemple, ou le 105, parce que les Z sont tous de très bonne qualité et permettent tous d'avoir vraiment une définition au top.
Allez, on attaque dans le vif du sujet, la définition, la précision et l'homogénéité de l'image. Donc là, on est sur une image absolument passionnante, n'est-ce pas? Un panneau d'information municipale. Et nous avons à gauche le 105 à pleine ouverture, 2.8, et à droite à l'ouverture 4. Alors, une chose quand même à noter, et ça c'est important, vous allez voir que là, d'office, le NX Studio nous met un contrôle du vignettage. Si je l'enlève, voilà, là on a quand même le défaut, si ça peut être un défaut, parce que c'est très bien corrigé, le défaut de cette optique, c'est un vignettage assez prononcé, qui est parfaitement contrôlé avec NX Studio et qu'il sera certainement en temps utile par Lightroom, mais d'origine, vous voyez, si je remets le contrôle du vignettage et si je l'enlève, on a quand même quelque chose d'assez marqué. D'ailleurs, moi je vais même souvent un petit peu plus loin dans le contrôle du vignettage pour avoir quelque chose de parfaitement défini. Et si je me mets à F4, si j'enlève le contrôle du vignettage, vous allez voir que là aussi, il y a encore du vignettage, et là aussi, il faut aller un petit peu plus loin pour avoir quelque chose de parfait. Vous voyez que ça se contrôle très bien. Si je vais plus loin, là, je vais être à l'ouverture 5.6, je vérifie ça avec vous. Information 5.6, très bien. Réglage. On va enlever le contrôle du vignettage, et on s'aperçoit que là, ça a pratiquement totalement disparu. Si je mets à F8, information F8, c'est bon. Donc, si je mets à F8, l'ouverture F.8, et là, il n'y a absolument aucune trace de vignettage. Donc, je me résume, 2.8, vignettage marqué, 4, il existe encore, 5.6, il a pratiquement disparu, et à 8, il n'existe plus. Donc là, on va revenir à l'analyse de l'image à proprement parler. Donc là, je suis à 2.8, et je vais repasser ici sur l'image à F4. Bon, là, on n'a rien à dire. On va agrandir fortement les images. On va commencer par 2.8. Hop, 100%. Voilà. Même chose sur 4. L'ouverture 4. Voilà. Pour s'apercevoir que, au centre, en tout cas, aucune différence, ou tellement peu que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Voyons voir sur les angles. Alors si on va sur l'extrémité pratiquement de l'image, le coin supérieur gauche, on voit entre l'image à 2.8 à gauche et l'image à F4 à droite une très légère différence. C'est, je dirais, la seule petite différence que j'ai constatée. Je vais vous faire grâce de toutes les ouvertures et toutes les focales, parce qu'on arriverait très vite à quelque chose de très bon, voire d'excellent, au centre pour toutes les ouvertures, et sur les extrémités, que ce soit à droite, à gauche, en haut, en bas, on va retrouver exactement les mêmes choses. Si on veut le maximum, il faut être au minimum à 4, voire même, et là je vais vous le montrer, à 5,6. Voilà, donc là on est à 5,6, et là on s'aperçoit qu'effectivement à 5,6 par rapport à 2,8, sur les angles, on a quelque chose qui est meilleur. Donc on se résume, très simple. Vous voulez une image plein cadre qui soit parfaitement homogène, eh bien il faut être au moins à l'ouverture 5.6. La correction de vignettage se fera automatiquement sur NX Studio et elle devient même inutile à partir de F8. Et à partir de F5.6, vous avez une image qui est parfaitement homogène, sachant qu'à 2.8, il y a une petite différence avec les angles. À partir de 4, ça se réduit notablement et 5.6, ça disparaît. Alors on retrouve exactement les mêmes conclusions sur cette deuxième vue. Si on agrandit fortement les images, on retrouve la même chose, quelque chose qui est pratiquement identique entre 2.8 et 4, en tout cas sur le centre de l'image, qui se dégrade très légèrement à la pleine ouverture. Mais bien sûr, en macro, on a souvent besoin de fermer son objectif de façon beaucoup plus conséquente, donc on va monter un petit peu. Alors là, je vous fais grâce d'ouverture 5.6, 8, vous voyez qu'il y a quand même très peu de différence en centre avec le 2.8, ce que je vous avais dit. Et puis si on ferme encore un petit peu,
11, moi, j'ai pas constaté de différence. Certains de mes confrères à F11 ont dit, oui, il commence à y avoir un effet de diffraction. Pour ma part, sur le Z6, non. Vous verrez que sur le ZFC, oui, mais sur le Z6, non. C'est à partir de F16 qu'on commence à avoir une légère dégradation, en particulier dans le contraste et la définition. Alors j'espère que ça se passe aussi sur la compression YouTube et que vous pouvez vous en apercevoir, mais c'est quand même un petit peu moins précis, un petit peu moins défini. Et puis, alors, vraiment à 22 et au-delà, bien sûr, là, la dégradation est quand même beaucoup plus notable. Alors j'ai voulu aussi comparer cette qualité de cet objectif sur un autre boîtier, le ZFC, et j'ai eu des conclusions très légèrement différentes, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc là, je suis à la pleine ouverture, à ce rapprochement, F3, et là, je suis à F4. Et bien déjà, sur cette image plein cadre, plein champ, je trouve qu'il y a une très légère différence, et on voit en particulier sur les inscriptions sur la molette de gauche du Z6, on voit bien que sur l'ouverture F.4, c'est un petit peu plus défini, un petit peu plus contrasté. J'agrandis fortement l'image, et là, on voit bien un petit peu sur la matière du plastique de la molette et sur le lettrage, que c'est un petit peu plus défini à droite sur l'ouverture 4 que sur l'ouverture 3, qui est la pleine ouverture, je le répète, à ce rapprochement du sujet. On va bien sûr monter rapidement les ouvertures, F.8, et là 11, j'ai, mais c'est très très léger, très très fin, une très légère apparition d'une diffraction, un tout petit peu plus tôt qu'avec le Z6. Et bien sûr, ça se confirme à l'ouverture 22, où on a vraiment un effet même qui est assez désagréable. Donc la diffraction se fait vraiment beaucoup plus sentir. Alors autre point où j'étais un petit peu déçu quand même, mais c'est pas par l'optique, c'est par le couple boîtier-optique. Comme d'habitude, vous savez que j'ai quelques récriminations envers Nikon à propos de l'autofocus, même si ça s'atténue et que ça s'améliore au fur et à mesure des mises à jour. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs très prochainement dans ce test comparatif entre le Z6 II et le ZFC. Vous allez voir, je vais aussi évoquer ces problèmes d'AF qui se résolvent petit à petit. Alors bien sûr, en macro, on est très souvent en mise au point manuelle, mais il peut arriver que soit la plante bouge, soit que par exemple l'insecte, ça peut être sympa aussi de prendre des insectes en vol, eh bien il peut arriver que bien sûr cet insecte bouge lui-même. Et là, malheureusement, vous voyez, c'est le cas là sur ces images, il y a des fois c'est net, c'est précis, il n'y a pas de problème, hein. Si j'agrandis, on a quand même quelque chose qui est centré sur la bestiole. Et puis là, ça va bien, il bouge un tout petit peu, ça suit, et puis paf, l'instant d'après, il n'a pratiquement pas bougé, et ça ne suit pas. J'avais pourtant sélectionné le point d'AF le plus précis, le plus petit possible, et malheureusement, on est sur des images qui ne sont pas toutes en suivi d'AF net. Ça, il y en a plusieurs, alors n'hésitez pas à prendre des rafales, hein, parce que dans le lot, il peut y en avoir, vous voyez, comme celle-ci, qui est assez sympa. Alors, je n'ai pas eu la chance de comparer un Canon R5 et puis le 105 macro qui vient de sortir chez eux également. Jared Polling l'a fait sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ça. A priori, lui, il dit que cet AF sur le R5 et le 105 Canon suit, y compris sur des petits déplacements comme ça, de façon vraiment très efficace. C'est pas le cas encore sur Nikon. Ça progresse. Ça va de mieux en mieux. J'ai bon espoir que ça s'améliore et que ça soit parfait sur le Z9. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore parfait. Alors, autre point extrêmement intéressant également sur cet objectif, c'est qu'il est stabilisé. Et ça nous permet de combiner les deux stabilisations, la stabilisation optique du 105 plus la stabilisation mécanique si votre boîtier, comme le Z6 II, a une stabilisation intégrée également. Pour vous montrer que l'efficacité de cette stabilisation, vous voyez, je suis allé dans une cathédrale et j'ai fait des images à 1600 ISO et même à 1600 ISO, pratiquement à la pleine ouverture, à 3.2, j'étais au 1/20e de seconde. 20e à main levée, moi je ne bouge pas beaucoup, hein. Je fais partie des gens qui ne tremble pas du tout, donc je peux descendre relativement facilement sur des vitesses on va dire assez basses, mais enfin 1/20e de seconde avec un 105 mm, ça commence quand même à être un petit peu ardu. Et vous voyez, là si j'agrandis à 100%, c'est parfait. Donc vraiment, ça c'est une caractéristique très intéressante et vous pouvez bénéficier de cette stabilisation optique, y compris avec des boîtiers qui n'ont pas
de stabilisation mécanique comme le ZFC par exemple. Donc voilà un très bon point pour cet objectif. Alors une autre question qui peut peut-être vous intéresser, si comme moi vous avez des optiques anciennes, macro, AFD, AFS, etc. Qu'en est-il de la qualité? Est-ce que le nouveau venu, le 105Z, fait beaucoup mieux ou non? Alors j'ai fait cette comparaison avec là sur l'image de gauche, donc le 60 AFD, et il est à pleine ouverture à 3.2. Et même chose, donc sur le 105, 3.2, alors j'ai fait varier bien sûr la distance du sujet, sans ça on n'aurait pas eu la même image, mais on est dans des conditions qui sont quand même relativement proches et on va pouvoir ainsi avoir une analyse précise de la qualité d'image. Alors déjà à pleine ouverture, on va cropper. Et on s'aperçoit quand même que c'est assez proche, même si le micro-contraste, la définition est un poil supérieur sur l'image de droite, donc du 105, par rapport à l'image de gauche sur le 60. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais moi je le vois bien ici, il y a un petit peu d'aberration chromatique, qui n'existe absolument pas sur le 105. Pour moi, c'est ça la plus grosse différence. En termes de définition, c'est un poil meilleur à pleine ouverture. On est quand même dans des chouïèmes. Alors on va fermer un petit peu plus, hein, puisque là on va passer à F4 ici, ainsi que là. Voilà, les aberrations chromatiques commencent à disparaître. La définition a fait un tout petit pas en avant, mais est encore un petit peu inférieure au 105. Allez, on passe à 5.6 pour s'apercevoir qu'il n'y a plus d'aberration chromatique sur le 60, que la définition est pour moi identique à celle du 105. Franchement, moi je vois pas de différence. Si on passe à F8, on retrouve les mêmes caractéristiques, hein, deux images qui sont vraiment très très semblables. Voyons voir si la diffraction intervient plus tôt. Là on passe à 11, vous voyez déjà 8, 11, un tout petit peu de ressenti de diffraction dans la définition, c'est très 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 léger. Ici, sur le 105, 8, 11, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je ne vois pas de différence. Là, on peut dire que, de nouveau, le 105 reprend un petit peu le devant. Allez, on monte à F16 de chaque côté. Donc, on est bien à F16 sur le 60 macro, on est bien à F16 sur le 105, pour s'apercevoir que, là aussi, le 105 garde l'avantage. Le 60 commence un petit peu à avoir des effets de diffraction. Et si je passe à 22 sur chacune des optiques, là on sent bien qu'il y a une perte de définition d'un côté et de l'autre qui est somme toute assez comparable. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette petite comparaison entre un objectif qui a 30 ans pratiquement et le tout dernier sorti, le 105 Macro Z? D'abord, si vous avez ces anciennes optiques macro, gardez-les précieusement, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Si vous n'en possédez pas et que vous avez un budget limité, sachez qu'un 60 AFD macro, qui, je le répète, n'aura pas d'autofocus sur les boîtiers Z, peut se négocier entre 200 et 300 € sur des sites de petites annonces. C'est quand même une somme assez réduite pour avoir une très haute qualité et des possibilités en macro très très intéressantes. Maintenant, si vous avez besoin d'un AF, si vous avez besoin d'une diffraction qui intervient à la fois moins rapidement et qui se fait sentir également un petit peu plus tard lorsqu'on ferme l'ouverture de son objectif, eh bien le 105 est fait pour vous. Voilà les amis ce que je pouvais dire sur l'analyse technique de cet objectif. On passe tout de suite à la conclusion générale. Alors en conclusion, que dire de cet objectif, ce 105 Macro Z? Comme d'habitude, Nikon ne s'est pas raté. Je n'ai pas testé encore pour l'instant un seul objectif de cette nouvelle monture qui ne soit pas au minimum bon, voire excellent dans presque tous les domaines. Et c'est encore le cas avec cet objectif macro. Ce 105 ne déroge pas à la règle, il est vraiment de très belle qualité, de très belle facture. Dès la pleine ouverture, il suffit simplement de monter d'un cran, de 2.8 passer à F4 en ouverture pour être totalement homogène sur l'ensemble de l'image. La diffraction intervient suivant les boîtiers que vous allez utiliser entre 11 et 16, ce qui est déjà pas mal. J'ai même réussi certaines images à F22 avec le Z6. Bref, c'est une réussite. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, j'attends beaucoup du nouveau Z9 qui va nous permettre d'avoir un autofocus
plus réactif, en tout cas c'est mon souhait, parce que même si bien souvent en macro on peut être en mise au point manuelle, il arrive régulièrement, en tout cas c'est mon cas dans ma pratique, que je souhaite photographier des petites plantes qui bougent un peu avec le vent et l'AF n'arrive pas à suivre. C'est le seul reproche que je pourrais faire, non pas à l'objectif, mais au couple boîtier-objectif, que ce soit le Z6, le Z7, le ZFC, bref, tous les Z n'ont pas un AF qui permette de suivre véritablement de façon assez rapide pour pallier ces petits mouvements lorsqu'il y a du vent et que vous voulez faire quand même de la macro. Sinon, vraiment impeccable, superbe objectif que je vous recommande chaudement, un tarif presque contenu et un poids et un encombrement qui reste encore tout à fait acceptable. On va se retrouver très vite parce que j'ai envie de vous montrer les comparaisons que j'ai faites entre deux boîtiers, le Z6 II et le ZFC. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette comparaison. J'y travaille, dans les semaines à venir, ça va sortir sur la chaîne. Donc pour ne rien rater, vous connaissez la formule. Abonnez-vous, notifications activées et puis ma foi, je vous dis à très vite. Ciao!